Pendant que j'étais à dîner chez mon fils, mon voisin m'a appelé et m'a demandé d'une voix tremblante: Tu es chez toi? Non, je suis à dîner chez mon fils. Il a murmuré: Alors qui est chez toi en ce moment? Mon fils a éclaté de rire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. Le téléphone a sonné un mardi après-midi alors que je terminais tranquillement mon Côte du Rhône en feuilletant le progrès dans mon bureau. J'ai regardé l'écran avec une certaine méfiance. Florian, mon fils, celui-là même qui, il y a exactement 3 jours, avait claqué la porte de mon pavillon avec assez de force pour faire trembler les cadres au mur. Allô? Papa, comment vas-tu? La voix débordait d'une chaleur si artificielle qu'on aurait dit un vendeur de cuisines équipé. Écoute, Sophie et moi, on s'est dit, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu dans de bonnes conditions. J'ai failli recracher mon vin. Dans de bonnes conditions? Jeudi dernier, il avait débarqué chez moi sans prévenir, le visage crispé, les mâchoires serrées. Papa, j'ai besoin de 15 000 euros. Maintenant. C'est urgent, une opportunité en or dans l'immobilier, mais il faut que je signe avant vendredi. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste cette exigence, comme si mon compte bancaire était un distributeur automatique à sa disposition. Je lui avais répondu ce que 40 années de pratique du droit m'avaient appris à dire aux gens qui me prennent pour un imbécile. Non. Le silence qui avait suivi avait été glacial. Puis il s'était levé, avait renversé sa chaise, et était parti en hurlant que j'étais un vieux con égoïste qui ne comprenait rien au monde moderne. La porte avait claqué. J'avais ramassé la chaise, terminé mon café, et décidé que c'était probablement la 100e fois que nous jouions cette scène. Peut-être la 110e. Et voilà qu'aujourd'hui, 3 jours plus tard, il m'appelait pour m'inviter à dîner. Une soirée de réconciliation, poursuivait Florian d'un ton enjoué. Dimanche prochain, chez nous. Sophie va préparer un bon repas, on pourra discuter calmement, comme une vraie famille. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai observé mon verre de vin en silence. Le rouge profond du Côte du Rhône m'a toujours aidé à réfléchir. 40 ans comme avocat spécialisé en droit de la famille, ça vous apprend à détecter les mensonges. Et là, mon fils mentait avec l'assurance maladroite d'un gamin de 10 ans qui jure n'avoir pas mangé le gâteau alors qu'il a du chocolat plein la figure. Florian, tu te souviens de la dernière soirée de réconciliation? Celle où Sophie a passé 2 heures à m'expliquer que ma maison était beaucoup trop grande pour une seule personne. Un petit rire nerveux. Allez, papa, on a tous dit des choses qu'on regrette. Allez, dis oui. Pour moi, pour nous, pour vous. Voilà qui était plus honnête. J'ai laissé le silence s'installer, juste assez longtemps pour qu'il commence à transpirer au bout du fil. Puis j'ai dit, avec ce ton parfaitement neutre que j'utilisais au tribunal: D'accord, dimanche. À quelle heure? 20 heures. Parfait, papa. C'est vraiment, vraiment bien. À dimanche. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. J'ai reposé mon téléphone et me suis levé pour aller à la fenêtre. De mon bureau au premier étage, j'avais une vue parfaite sur la rue pavée qui serpente dans Croix-Rousse. Et c'est là que je l'ai vu. Le Renault Kangoo blanc, garé exactement au même endroit qu'hier. À l'intérieur, un homme d'une quarantaine d'années, le visage marqué, regardait fixement mon portail. Quand nos regards se sont croisés une fraction de seconde, il a détourné les yeux trop rapidement, s'est mis à tripoter son téléphone avec l'agitation coupable de quelqu'un qui vient d'être pris en flagrant délit. Hier, quand je l'avais remarqué pour la première fois en rentrant de ma partie de bridge au cercle, j'avais pensé: livreur en pause, peut-être? Quelqu'un qui attend un ami. Lyon est une grande ville, après tout. Les gens s'arrêtent, ils attendent, mais 2 jours d'affilée, au même endroit, devant ma maison, j'ai siroté mon vin lentement, les yeux fixés sur ce Kangoo. 40 ans de pratique juridique vous apprennent également une chose essentielle. Il n'existe pas de coïncidence, seulement des schémas que vous n'avez pas encore identifiés. Mon fils m'appelle pour une réconciliation miraculeuse 3 jours après m'avoir traité de vieux con. Un inconnu surveille ma maison depuis 48 heures. J'ai souri malgré moi. Ce serait presque insultant si ce n'était pas si prévisible. Je suis descendu, j'ai enfilé ma veste, et je suis sorti dans la rue. L'air de juin était doux, le quartier tranquille.
Mes pas ont résonné sur les pavés alors que je me dirigeais droit vers le Kangoo. L'homme m'a vu arriver. Son visage s'est décomposé. Il a démarré le moteur, trop vite, trop nerveusement. J'étais encore à 10 mètres quand il a embrayé et est parti en trombe, manquant de percuter une poubelle au passage. Je me suis arrêté au milieu de la rue, les mains dans les poches, et j'ai regardé le van disparaître au coin de la rue de Belfort. Intéressant, ai-je murmuré. Puis je suis rentré chez moi, j'ai refermé la porte à double tour, et je me suis assis dans mon fauteuil en cuir face à la cheminée éteinte. La maison était silencieuse. Trop silencieuse peut-être. Cette bâtisse de 190 mètres carrés que j'avais achetée il y a 32 ans, quand ma carrière d'avocat commençait vraiment à prospérer. Sophie avait raison sur un point. C'était grand pour une seule personne. Mais c'était chez moi. Mon téléphone a vibré. Un message de Florian. « Hâte de te voir dimanche, papa. » J'ai regardé ce message pendant une longue minute. Puis j'ai tapé ma réponse. « Moi aussi, mon fils. Moi aussi. » Mensonge contre mensonge. C'était presque élégant, dans un sens tordu. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Dimanche, dans 5 jours, le temps de voir venir, le temps de comprendre ce qu'il mijotait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette sensation particulière qu'on développe après des décennies de pratique juridique. L'intuition qu'un piège se referme, lentement mais sûrement. J'ai préparé mon café dans la cuisine baignée de lumière, contemplant le jardin à travers la fenêtre. Les rosiers que j'avais plantés grimpaient le long du mur de pierre. Tout était paisible, ordonné. Mais mon esprit, lui, n'était pas en paix. Je me suis assis à la grande table en chêne, celle-là même où Florian avait grandi, fait ses devoirs, soufflé ses bougies d'anniversaire, et j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Pas avec l'émotion d'un père blessé, mais avec le détachement clinique d'un avocat analysant un dossier. Les faits, d'abord. Florian avait 38 ans, travaillait comme agent immobilier dans une agence moyenne de Lyon et vivait constamment au-dessus de ses moyens. Sophie, sa femme, était encore pire. Elle venait d'une famille modeste mais avait développé un goût prononcé pour tout ce qui brillait et coûtait cher. Leur appartement dans Guillotière, un quartier correct mais loin d'être prestigieux, était loué, pas acheté, révélateur pour un agent immobilier. Je me souvenais parfaitement du jour où il m'avait annoncé ses fiançailles. C'était il y a 6 ans. « Papa, je veux t'inviter à dîner pour te présenter quelqu'un. » J'étais arrivé au restaurant, un établissement prétentieux sur les quais de Saône, et j'avais immédiatement compris en voyant Sophie. La façon dont elle avait évalué ma montre, mes chaussures, la marque de ma veste, pas comme quelqu'un qui admire, mais comme quelqu'un qui calcule. Pendant le repas, elle avait posé des questions, beaucoup de questions, sur ma maison, sur ma retraite d'avocat, sur mes investissements. Florian rayonnait à côté d'elle, comme un gamin qui vient de remporter un prix. Il avait trouvé une femme qui le regardait comme s'il avait de la valeur. Il n'avait juste pas compris que ce n'était pas lui qu'elle valorisait, mais ce qu'elle pensait qu'il pourrait lui apporter. Le mariage avait suivi. Ils avaient insisté pour une cérémonie grandiose, 300 invités, réception au château de Bagnoles, orchestre, champagne à flots. « Papa, c'est le plus beau jour de notre vie. Tu ne vas pas nous refuser ça ?» Florian avait cette expression, celle d'un enfant qui sait exactement quel bouton émotionnel presser. J'avais payé 50 000 €, une somme considérable, mais je m'étais dit, c'est mon fils unique, après tout. Le jour du mariage, Sophie avait passé plus de temps à photographier la décoration qu'à me remercier. Florian, lui, m'avait serré dans ses bras une fois, rapidement, avant de retourner s'occuper de ses invités. J'étais resté seul à ma table, regardant mon fils danser, me demandant quand exactement j'étais devenu juste un portefeuille avec des jambes. Les demandes d'argent avaient commencé 3 mois plus tard. « Papa, on a besoin d'un coup de main pour les meubles, puis pour une voiture, puis pour un investissement qui va tout changer. » À chaque fois, je donnais. Pas tout ce qu'il demandait, mais une partie. Je me mentais à moi-même, je crois. Je me disais que c'était normal d'aider son fils à démarrer dans la vie. Sauf que Florian avait 38 ans, et qu'il ne démarrait pas dans la vie. Il la gaspillait.
J'ai appris par hasard, en croisant un ancien client qui travaillait à l'hippodrome de Lyon-Parilly, que mon fils était un habitué des paris PMU. Pas des petites mises occasionnelles. Non, des sommes sérieuses. Le genre qui fait grimacer les bookmakers. Votre fils a le profil classique, monsieur Achard. Il gagne de temps en temps juste assez pour croire qu'il a un système et il perd le reste. Les investissements immobiliers urgents n'en étaient donc pas. C'était de l'argent jeté par les fenêtres des bars PMU et des restaurants où Sophie aimait se montrer avec ses amis. Et maintenant, il voulait me réconcilier. Comme c'était touchant. J'ai fini mon café et je suis monté à l'étage, dans mon bureau. J'ai ouvert le coffre-fort encastré dans le mur, derrière le tableau de Delacroix, une reproduction mais que j'aimais bien. À l'intérieur, 85 000 € en coupures, de 100 et 200, soigneusement empilés. Des obligations d'État pour 40 000 €. Les actes de propriété de cette maison, mon testament holographe que j'avais rédigé il y a 10 ans, sur mon compte bancaire principal, 340 000 €, mes économies d'une carrière d'avocat réussie, gérée prudemment, investie sobrement. Pas une fortune, mais amplement suffisant pour vivre confortablement mes vieilles années. Et apparemment, amplement suffisant pour aiguiser l'appétit de mon fils. J'ai refermé le coffre et je me suis assis à mon bureau. Par la fenêtre, je voyais la rue. Pas de kangou aujourd'hui. Ils avaient compris que je les avais repérés. Mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Florian. Monsieur Achard, c'est Henri. Henri Seim, votre voisin. Henri, mon voisin depuis 15 ans. Un ancien instituteur à la retraite, veuf lui aussi qui vivait 3 maisons plus bas. Nous jouions au bridge ensemble tous les mardis au cercle. Un homme discret, attentif, avec qui j'avais développé cette amitié tranquille que seuls les hommes d'un certain âge savent cultiver. « Bonjour Henri, que puis-je pour vous ?» Écoutez, je ne veux pas vous alarmer, mais il y avait une camionnette garée devant chez vous ces 2 derniers jours. Un kangou blanc. L'homme à l'intérieur regardait votre maison. Je l'ai trouvé bizarre, alors j'ai noté la plaque d'immatriculation. J'ai souri malgré moi. Cher Henri, toujours observateur, toujours prudent. Merci Henri, oui, je l'ai remarqué aussi. Il est parti hier quand je me suis approché. François, un silence. Je sais que ce n'est pas mes affaires, mais tout va bien, tout allait bien. Enfin, aussi bien que possible quand votre fils unique vous considère comme un obstacle entre lui et votre compte en banque. Tout va très bien, Henri. Mais j'apprécie votre vigilance. D'ailleurs, une idée m'est venue, simple mais efficace. Dimanche soir, je dîne chez mon fils. Je serai absent de la maison entre 20h et 23h, je dirais. Si vous pouviez jeter un œil de temps en temps, par la fenêtre, juste au cas où. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Merci Henri, vraiment. J'ai raccroché et je me suis adossé à mon fauteuil. Dimanche, dans 4 jours maintenant. Quelque chose se préparait. Je le sentais dans mes os. Cette certitude viscérale que les avocats développent après des décennies à observer les comportements humains. Mon fils me tendait un piège, pas un piège sophistiqué. Florian n'avait jamais été très subtil, mais un piège quand même, et moi? Eh bien, j'allais m'y rendre, les yeux grands ouverts. Parce que parfois, le meilleur moyen de déjouer un piège, c'est de laisser vos adversaires croire qu'ils ont gagné. J'ai regardé le coffre-fort fermé derrière le tableau. Mon patrimoine, ma vie, 40 ans de travail. Voyons voir ce que tu as prévu, mon fils, ai-je murmuré dans le silence de mon bureau. Dehors, Lyon s'éveillait sous le soleil de juin. Les cloches de l'église Saint-Bruno ont sonné midi. J'ai ouvert mon agenda et j'ai noté, d'une écriture soignée, dimanche 22 juin, dîner chez Florian, 21h. Puis j'ai ajouté, après une brève hésitation, préparer la suite. Car une chose était certaine, quelle que soit la petite machination que Florian avait en tête, elle ne se terminerait pas comme il l'espérait. Pas cette fois. Dimanche 22 juin, 20h précise. J'ai garé ma Peugeot 508 dans la rue Sergent-Blandon, à Guillotière. Le quartier était animé, terrasses bondées, musiques diverses, s'échappant des fenêtres ouvertes, odeurs de cuisine cosmopolite. Tellement différent de la tranquillité bourgeoise de Croix-Rousse. Florian et Sophie habitaient au 2e étage d'un immeuble des années 70, façade grise, interphone qui fonctionnait une fois sur 2. J'ai appuyé sur la sonnette.
3 secondes plus tard, la voix de Sophie a grésillé. « François, monte, c'est ouvert. » François. Pas Monsieur Achard. Jamais de vouvoiement avec elle, même au début. J'avais mis ça sur le compte de sa génération. Mais maintenant, je me demandais si ce n'était pas plutôt du mépris déguisé en familiarité. L'ascenseur sentait l'humidité et la vieille moquette. À chaque étage, j'entendais la vie des autres, télévision trop forte, disputes étouffées, rires d'enfants. Quand la porte s'est ouverte au deuxième, Florian m'attendait sur le palier, sourire éclatant, bras grands ouverts. « Papa, enfin !» Il m'a serré dans ses bras avec une chaleur qui aurait pu paraître sincère à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Mais moi, je sentais la raideur dans ses épaules, la tension dans sa voix. « Entre, entre !» Sophie a tout préparé. L'appartement était petit, 75 mètres carrés tout au plus, mais décoré avec un soin qui dépassait largement leurs moyens. Canapé en cuir italien, télévision 75 pouces sur le mur, luminaire design. Chaque objet criait « Regardez comme nous réussissons !» Sauf qu'il ne réussissait pas. Il s'endettait. Sophie est apparue, vêtue d'une robe qui devait coûter 3 mois de loyer. Elle m'a embrassé sur les 2 joues, son parfum capiteux emplissant mes narines. « François, quelle joie de te recevoir enfin. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Kir royal. » « Volontiers ?» Je me suis installé sur le canapé pendant que Florian préparait les apéritifs. Mon regard a parcouru la pièce avec l'attention d'un avocat examinant une scène de crime. Sur la table basse, des magazines de décoration haut de gamme. Au mur, des photos de leurs vacances, Maldives, Dubaï, Santorin. Sur le meuble télé, une bouteille de Veuve Clicquot dans un seau à glace. Tout était calculé pour impressionner. Florian m'a tendu le Kir royal dans une flûte en cristal. « À la famille, ai-je répété, levant mon verre. Le champagne était excellent, trop excellent pour leur budget habituel. J'ai bu une gorgée en les observant par-dessus le bord de ma flûte. Sophie s'était assise en face de moi, jambes croisées, sourire figé. Florian s'était installé à côté d'elle, une main posée sur son genou. Ils formaient un tableau parfait de couple uni, presque trop parfait. « Alors papa, comment vas-tu » Florian avait pris ce ton léger, décontracté, de quelqu'un qui fait la conversation. « La maison ? Le jardin ? » « Tout va bien, les rosiers sont magnifiques cette année. »« Ah, les rosiers !» Sophie a ri, un rire cristallin qui sonnait aussi faux qu'une pièce de 2 euros. « Tu dois avoir beaucoup de travail avec ce grand jardin, François. À ton âge, c'est fatigant, non ?»« À mon âge ? 67 ans. Pas centenaire, bordel. » J'ai souri poliment. « Je me débrouille. Tu sais, papa ?» Florian s'est penché en avant, expression sérieuse et concernée. « On s'inquiète pour toi, Sophie et moi. Cette grande maison, tout seul, tu as pensé à, je ne sais pas, peut-être simplifier ?» Simplifier. Le mot était lâché. Il voulait que je vende, que je libère l'argent, que je leur facilite la tâche. « J'aime ma maison, » ai-je dit simplement. Un silence gêné. Sophie a échangé un regard rapide avec Florian, un de ces regards conjugaux qui en disent à relon. Puis, elle s'est levée, battant des mains. « Bon, je vais servir l'entrée. Florian, aide-moi. » Ils ont disparu dans la cuisine, me laissant seul dans le salon. J'ai profité de ces quelques secondes pour regarder autour de moi avec plus d'attention. Sur le bureau dans le coin, j'ai aperçu des enveloppes, beaucoup d'enveloppes, certaines marquées en rouge, dernier appel. Un relevé bancaire dépassé d'un tiroir mal fermé. Découvert de 4 983 €. Voilà, Sophie est revenue avec un plateau. Soupe à l'oignon maison. La soupe était effectivement excellente. Nous avons mangé en parlant de sujets neutres, la météo, les travaux dans le quartier, le dernier film de Dujardin. Florian racontait des anecdotes de son agence immobilière. Sophie riait à toutes ces blagues. J'acquiesçais, souriais, jouais mon rôle de père heureux de passer du temps en famille, mais j'observais les détails que je n'avais jamais remarqués avant ou que j'avais choisi d'ignorer. La façon dont Sophie regardait sans cesse son téléphone posé sur la table. La manière dont Florian vérifiait sa montre toutes les 5 minutes, une Omega Seamaster qui avait dû coûter 6 000 €. Comment, quand je posais une question sur leur travail, leurs réponses restaient vagues, évasives. Sophie
a apporté le plat principal, une magnifique côte de bœuf, gratin dauphinois crémeux, à souhait, haricots verts, un festin. Pour quelqu'un qui prétendait avoir des difficultés financières, il savait recevoir. C'est délicieux, Sophie. Oh, c'est un plaisir. Elle a rempli mon verre de vin, un Côte-du-Rhône correct, pas exceptionnel mais honnête. Tu sais, François, on aimerait faire ça plus souvent, te recevoir. Mais avec nos horaires, je comprends. En fait, Florian a posé sa fourchette, prenant un air sérieux. On voulait te parler de quelque chose. Ah, enfin, le vrai motif de cette soirée. Oui, tu vois, papa, l'agence me propose une association. Devenir associé. C'est une opportunité incroyable. Mais il faut que j'apporte un capital. 45 000 euros. 45 000 euros. Presque le triple de ce qu'il m'avait demandé jeudi dernier. C'est une belle somme, ai-je dit prudemment. C'est un investissement. Les yeux de Florian brillaient. Dans 5 ans, je double, je triple mes revenus. Et bien sûr, je te rembourserai, avec les intérêts. Tout serait noir sur blanc, notarié. Notarié, il avait dû chercher ce mot pour me convaincre. J'ai pris une gorgée de vin, laissant le silence s'étirer. Sophie ne disait rien, mais je voyais ses doigts se crisper sur sa serviette. C'est intéressant, ai-je fini par dire. Laisse-moi y réfléchir. Le visage de Florian s'est affaissé une fraction de seconde avant de se recomposer. Bien sûr, papa, prends ton temps. Enfin, pas trop parce que l'offre expire fin du mois, mais, tu sais, fin du mois, dans 9 jours, comme c'était pratique. Florian a regardé sa montre pour la 10e fois. 20h38, puis 20h42. Ses gestes devenaient nerveux. Il renversait presque son verre, se raclait la gorge sans raison. Sophie s'en est rendue compte. Elle s'est levée brusquement. Le fromage, j'ai oublié de sortir le fromage. Florian, viens m'aider. Ils sont retournés à la cuisine. J'ai entendu des chuchotements urgents, mais pas les mots exacts. Florian est revenu seul, le plateau de fromage dans les mains, le sourire encore plus crispé qu'avant. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné. Henri. J'ai décroché. Allô? François, tu es rentré chez toi? La voix d'Henri tremblait légèrement. Non, je suis chez Florian. Pourquoi? Un silence, puis... Alors, qui est dans ta maison? Il y a de la lumière dans ton bureau. J'ai vu quelqu'un bouger derrière la fenêtre. Mon sang s'est glacé, pas de surprise. J'avais su, au fond, que quelque chose se tramait. Mais la confirmation faisait quand même l'effet d'un coup de poing. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché et me suis levé, mon cœur battant mais mon esprit parfaitement clair. Les pièces du puzzle venaient de s'assembler. Le kangou, l'invitation soudaine, l'insistance pour que je vienne à 20 heures précises, les regards constants vers la montre. Florian me regardait, le visage figé dans une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Peur? Culpabilité? Les deux. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il y a quelqu'un chez moi. Henri vient de voir de la lumière. Le silence qui a suivi était assourdissant. Florian a éclaté de rire. Un rire trop fort, trop forcé, qui a résonné dans l'appartement comme une cloche fêlée. Quoi, papa, voyons, Monsieur Seim est âgé, tu le sais bien. Il a sûrement... Il a fait un geste vague de la main. Des hallucinations, de la paranoïa. À son âge, c'est fréquent. Je l'ai regardé. Mon fils, celui que j'avais tenu dans mes bras à la maternité de l'Hôtel-Dieu. Celui dont j'avais essuyé les larmes après sa première chute de vélo. Celui qui me mentait en face avec l'aplomb d'un escroc professionnel. Henri n'a pas d'hallucination. Papa, reste. Sophie est sortie de la cuisine, son sourire crispé au maximum. On n'a même pas fini le repas, le fromage, le dessert. C'est si rare qu'on soit tous ensemble. Vraiment, ça peut attendre 10 minutes, non? 10 minutes, exactement le temps qu'il faudrait à quelqu'un pour finir de vider mon coffre-fort. Non, ça ne peut pas attendre. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise. Florian s'est levé d'un bond, bloquant mon chemin vers la porte. « Papa, je t'en prie, tu vas te ridiculiser. Il n'y a personne chez toi. Et si par hasard il y avait un cambrioleur, tu crois vraiment que c'est prudent d'y aller seul? Appelle la police, reste ici avec nous. » Ses mains tremblaient.
Son front luisait de sueur. Derrière lui, Sophie nous regardait avec des yeux de biche affolée. « Florian », j'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, froide, dure, celle que j'utilisais au tribunal pour les témoins hostiles, « écarte-toi. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Sa voix montait dans les aigus. Pas après qu'on ait préparé cette belle soirée. Pas après tous nos efforts pour... Il s'est arrêté net, trop tard. Les mots étaient sortis. Tous nos efforts pour me retenir ici, pour me garder loin de ma maison pendant qu'on la dévalisait. Florian. J'ai articulé son nom lentement, chaque syllabe pesée. Retire ta main de mon bras, immédiatement. Au lieu de ça, il a serré plus fort. Non, tu ne comprends pas, papa, tu ne... Je n'ai pas attendu qu'il finisse. Je me suis dégagé d'un mouvement sec, pas de violence, juste de la détermination, et j'ai marché vers la porte. Papa, il m'a suivi. Papa, attends. J'ai ouvert la porte, je suis sorti sur le palier. Florian était juste derrière moi, Sophie, sur ses talons, tous deux parlant en même temps, essayant de me retenir avec des mots, des excuses, des justifications qui se contredisaient. L'ascenseur était trop lent. J'ai pris les escaliers, descendant les marches deux par deux malgré mes 67 ans et mes genoux qui protestaient. Derrière moi, Florian criait « Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais il n'y avait rien à expliquer. Tout était clair. J'ai atteint le rez-de-chaussée, traversé le hall, poussé la porte vitrée. L'air frais de la nuit m'a giflé le visage. Ma Peugeot était garée 20 mètres plus loin. J'ai fouillé mes poches, cherchant mes clés avec des doigts qui tremblaient maintenant. Pas de peur, mais de rage contenue. Papa, Florian m'avait rattrapé hors d'haleine. Il m'a attrapé par l'épaule, me forçant à me retourner. Son visage était décomposé, rouge, des larmes au bord des yeux. Vraies ou fausses, je n'en savais plus rien. Je t'en supplie, ne pars pas comme ça, on peut tout arranger. Tout arranger, comme si arranger pouvait effacer ce qu'il avait fait. Ce qu'il était en train de faire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Lâche-moi, Florian. Non! Il s'est cramponné à mon bras avec une force désespérée. Tu ne comprends pas, j'avais pas le choix. Les dettes, les menaces, Sophie qui veut. Les dettes que tu as créées, les menaces que tu as méritées. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec, plus violemment cette fois. Il a trébuché en arrière, se rattrapant de justesse au rétroviseur d'une voiture garée. Je suis monté dans ma Peugeot, j'ai démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu Florian debout, au milieu de la rue, les épaules affaissées. Sophie qui arrivait en courant pour le rejoindre. Ils formaient un tableau pathétique sous les lampadaires jaunes de Guillotière. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le trajet jusqu'à Croix-Rousse n'a jamais paru aussi long. Chaque feu rouge était une torture. Mon esprit tournait à toute vitesse, calculant les dégâts possibles. Le coffre-fort, les 85 000 € en liquide, les obligations, les documents de propriété, mon testament. Si quelqu'un avait vraiment eu accès à tout ça, j'ai pris le virage de la rue de Belfort trop vite, les pneus ont crissé sur les pavés. Et puis je l'ai vu, ma maison, illuminée comme un sapin de Noël. Et devant, mon cœur a fait un bond, 4 voitures de la police nationale, gyrophares bleus tournoyant dans la nuit, projetant des ombres dansantes sur les façades des maisons voisines. J'ai freiné brutalement, garé n'importe comment. En sortant de la voiture, j'ai vu Henri sur le trottoir, enveloppé dans une robe de chambre, parlant avec un officier de police. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé de soulagement. « François !» J'ai couru vers lui, enfin ce qu'on appelle courir à 67 ans. L'officier s'est tourné vers moi, un homme d'une 50aine d'années, l'air compétent et fatigué. « Monsieur Achard, capitaine Mercier, police nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi. » « Oui ?»« Monsieur, Saïm nous a appelés à 20h40, inquiet de voir de la lumière chez vous, alors qu'il savait que vous étiez absent. Nous sommes arrivés dans les 5 minutes. L'individu était encore à l'intérieur. Vous l'avez arrêté? Oui, il est menotté dans une de nos voitures. Le capitaine a consulté son carnet. Un dénommé Caro Dubois, 42 ans, il a été pris en flagrant délit, votre coffre-fort ouvert, de l'argent liquide dans un sac de sport. Mon cerveau a enregistré l'information avec un détachement clinique. Caro,
Je ne connaissais pas ce nom, mais je savais, j'en étais absolument certain, que Florian le connaissait. Il a pris combien? Nous avons récupéré 85 000 € en liquide, des obligations pour ce qui semble être 40 000 € et divers documents. Rien n'est sorti de la maison. Vous êtes arrivé juste à temps. Juste à temps, grâce à Henri. Je me suis tourné vers mon voisin, cet homme discret que je connaissais depuis 15 ans sans vraiment le connaître. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Henri, je regardais par la fenêtre, » a-t-il dit doucement. « Comme tu me l'avais demandé. J'ai vu la lumière s'allumer dans ton bureau, puis une ombre. J'ai su immédiatement que ce n'était pas toi. La façon dont la personne bougeait. Alors j'ai appelé. Tu m'as sauvé. Les mots étaient inadéquats. Tu m'as sauvé bien plus que tu ne le crois. » Le capitaine Mercier s'est éclairci la gorge. « Monsieur Achard, l'individu que nous avons arrêté a fait des déclarations assez intéressantes pendant l'interpellation. Il prétend avoir été engagé par quelqu'un. Votre fils, en fait. » Le monde s'est arrêté de tourner. Mon fils? Oui, il dit que Florian Achard lui a proposé 30% de ce qu'il récupérerait en échange de vider votre coffre-fort. Apparemment, votre fils lui avait donné la combinaison, que je lui avais stupidement confiée il y a 2 ans, quand j'avais eu cette pneumonie et qu'il devait récupérer des documents importants pour moi. Il a des preuves? Ma voix sonnait étrangement calme à mes propres oreilles. Des messages textes, des enregistrements audio de leur conversation. Monsieur Dubois est apparemment ce qu'on appelle un petit malin. Il a tout documenté, probablement pour se protéger en cas de problème. Florian, mon fils, avait organisé le cambriolage de sa propre maison familiale. Je suis resté là, debout dans la rue de mon quartier paisible, entouré de gyrophares et de voisins curieux qui commençaient à sortir, et j'ai senti quelque chose en moi se cristalliser. Pas de la tristesse, pas même de la colère. Quelque chose de plus froid, de plus définitif. Je veux porter plainte, ai-je dit. Le capitaine Mercier a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Bien entendu. Nous allons prendre votre déposition. Mais je dois vous prévenir, monsieur Achard, étant donné que votre fils est directement impliqué, cette affaire va devenir compliquée. Compliquée. Le mot de l'année. J'ai passé les 2 heures suivantes au commissariat du 6e arrondissement à raconter toute l'histoire. L'invitation soudaine de Florian, le dîner, les regards nerveux vers la montre, l'appel d'Henri, la tentative de me retenir de force. Le capitaine Mercier notait tout, son stylo grattant le papier avec une régularité méthodique. Vous pensez que votre fils était au courant de la tentative de cambriolage? J'en suis certain. Ma voix était plate, sans émotion. Tout était trop bien coordonné, le timing, le prétexte. Monsieur Dubois affirme que votre fils lui a proposé 30% de la somme récupérée. Nous avons les messages. 30% de 125 000 €, soit 37 500 €. Presque autant que les 45 000 € qu'il m'avait demandé pour son soi-disant partenariat. Les chiffres s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle morbide. Il était 3 heures du matin quand je suis enfin rentré chez moi. Henri m'attendait toujours, assis sur les marches de mon perron, une thermos de café à la main. « Tu devrais dormir, Henri. Toi aussi. » Il m'a tendu une tasse. Mais on sait tous les deux qu'on ne dormira pas cette nuit. Nous sommes restés là, sur les marches, buvant du café sous le ciel étoilé de Lyon. Les voisins étaient rentrés chez eux. Les gyrophares avaient disparu. Seul le silence de Croix-Rousse nous entourait. Merci, Henri. Les mots semblaient insuffisants. Tu m'as sauvé, plus que tu ne le crois. Il a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonne question. Florian serait arrêté. Le capitaine Mercier m'avait assuré qu'ils iraient le cueillir demain matin. Il passerait probablement quelques jours en garde à vue. Puis, il y aurait le procès, la condamnation. Peut-être de la prison avec sursis pour complicité de vol? Mais était-ce suffisant? Je ne sais pas encore, ai-je menti, parce que je savais. Dans cette partie de mon cerveau qui analysait, calculait, prévoyait, celle qui m'avait servi pendant 40 ans au tribunal,
une idée commençait à germer, froide, méthodique, définitive. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon. Lundi matin, Florian et Sophie ont été arrêtés à leur domicile. J'ai appris par le capitaine Mercier qu'ils avaient tous deux craqué pendant l'interrogatoire. Sophie avait immédiatement retourné sa veste, affirmant que c'était tout l'idée de Florian, qu'elle ne savait rien. Florian, lui, avait d'abord nié, puis s'était effondré en larmes, admettant tout. Le mercredi, ils ont été relâchés sous contrôle judiciaire. Interdiction de me contacter. Confiscation de leur passeport. Obligation de se présenter au commissariat 1 fois par semaine. Ce même mercredi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Monsieur Achard, ici le procureur de la République. Concernant la plainte contre votre fils, souhaitez-vous la maintenir? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, le jardin, les rosiers, cette maison que j'avais construite, cette vie que j'avais bâtie, que mon fils avait voulu me voler. Non. Un silence surpris. Vous êtes certain? Oui, je retire ma plainte. Monsieur Achard, je dois vous informer que même sans votre plainte, nous pouvons poursuivre les procédures. Le flagrant délit, les preuves matérielles, je comprends. Mais je ne souhaite pas porter plainte contre mon fils. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon fauteuil, les mains jointes. Henri, qui prenait un café avec moi, m'a regardé avec perplexité. « François, tu es sûr? »« Absolument. Mais il a essayé de te voler. Et il sera jugé pour ça, même sans ma plainte directe. » Mais moi, j'ai souri, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. J'ai d'autres plans. Le jeudi matin, à 10 heures précises, j'avais rendez-vous place Bellecour, au cœur de Lyon. L'étude de maître Camille Faure occupait le premier étage d'un immeuble haussmannien, avec vue sur la place et la statue équestre de Louis XIV. Je connaissais Camille depuis 20 ans, nous avions travaillé ensemble sur de nombreux dossiers de succession complexes quand j'étais encore en exercice. Sa secrétaire m'a fait entrer dans le bureau lambrissé. Camille s'est levée pour m'accueillir, une femme de 55 ans, cheveux gris coupés au carré, regard perçant derrière ses lunettes. « François », elle m'a serré la main. J'ai appris ce qui s'est passé. Toutes mes condoléances. Condoléances. Comme si Florian était mort. D'une certaine façon, peut-être l'était-il. Merci Camille. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir face à son bureau. J'ai besoin de tes services. Pour quelque chose de délicat. Je t'écoute. J'ai posé les mains sur mes genoux, cherchant mes mots. Je veux protéger mon patrimoine, légalement. Et je veux que mon fils comprenne ce que signifie le mot « conséquence ». Camille a arqué un sourcil. « Ah !» Elle a ouvert un nouveau dossier, sorti un stylo. « Tu parles de donation-partage ?» Entre autres, nous avons parlé pendant 2 heures. Camille prenait des notes, posait des questions précises, expliquait les subtilités du droit français. La réserve héréditaire, cette part obligatoire que je ne pouvais pas enlever à Florian, même si je le voulais. 50% de mon patrimoine lui revenait de droit en tant qu'enfant unique. Mais l'autre moitié, la quotité disponible, était à ma discrétion totale. « Tu es conscient, » a dit Camille en me regardant par-dessus ses lunettes, « que ce que tu me demandes est parfaitement légal, mais radical. Ton fils ne recevra que le minimum prévu par la loi. C'est exactement ce que je veux. Et tu as pensé à qui attribuer la quotité disponible ?» J'ai pensé à Henri, à cet homme qui m'avait sauvé, qui avait été plus présent, plus loyal ces 15 dernières années que mon propre fils. Oui, Henri Saïm, mon voisin. Camille a noté le nom. Très bien, je vais préparer les documents. Mais François? Elle a hésité. C'est-tu sûr? C'est irréversible. Une fois que l'acte notarié sera signé, je suis sûr. Il y a aussi la question de l'usufruit. L'usufruit, ce mécanisme génial du droit français qui permet de séparer la propriété en deux, le droit d'usage et le droit de possession. Je pouvais donner la nue propriété à Henri, la propriété nue, sans usage, tout en gardant l'usufruit pour moi. Cela signifiait que même si Henri devenait propriétaire de la moitié de mes biens sur le papier, je gardais le droit d'y vivre, d'en profiter, jusqu'à ma mort. Je garde l'usufruit, à vie. Camille a souri, un sourire approbateur. Malin. Ton fils héritera de la réserve héréditaire, mais seulement après ta mort. Et même alors, ce sera la moitié de ce qui restera.
s'il y a quelque chose qui reste. Exactement. Nous avons établi l'inventaire complet. La maison de Croix-Rousse, valeur estimée à 950 000 euros. Mes économies, 340 000 euros. Ma collection de vins, 45 000 euros selon la dernière expertise. Quelques actions, obligations. Total, environ 1 375 000 euros. La moitié, 680 500, serait la réserve héréditaire de Florian, qu'il ne toucherait qu'après ma mort. L'autre moitié irait à Henri, en nue propriété d'abord, puis en pleine propriété à ma mort. « Quand veux-tu signer » a demandé Camille. « Le plus tôt possible. Je peux avoir les documents prêts pour la semaine prochaine. Mardi 30 juin à 14 heures ? Parfait. » En sortant de l'étude, j'ai marché sur la place Bellecour, regardant les Lyonnais vaquer à leurs occupations. Le soleil brillait. Les cafés étaient bondés. La vie continuait, normale, paisible. Mais pour moi, quelque chose avait changé. Cette froideur dans ma poitrine, cette détermination de faire, ce n'était plus de la colère. C'était de la résolution. Mon fils avait voulu me voler. Maintenant, il allait apprendre ce que coûtait une telle trahison. Légalement, irréversiblement, définitivement. Le mardi 30 juin à 14 heures précises, j'étais de retour dans l'étude de maître Camille Faure. Cette fois, Henri m'accompagnait. Je lui avais tout expliqué la veille, dans mon jardin, devant un verre de Côte-du-Rhône. « François, tu es sûr ?» Il avait posé la question 3 fois. « Je ne veux pas profiter de... » « Tu ne profites de rien. Tu m'as sauvé, littéralement. Et tu as été un meilleur fils pour moi ces 15 dernières années que Florian ne l'a jamais été. » Maintenant, assis dans le bureau de Camille, Henri semblait mal à l'aise dans son costume, probablement sorti pour l'occasion. Camille a étalé les documents sur son bureau, des pages et des pages de jargon juridique que j'avais l'habitude de déchiffrer, mais qui devaient paraître du chinois à Henri. « Messieurs, » Camille a commencé, prenant son ton officiel de notaire, « nous sommes ici pour formaliser une donation-partage avec réserve d'usufruit. Monsieur Achard, vous comprenez que cet acte est irrévocable une fois signé ? Je comprends. Vous donnez la nue propriété de la quotité disponible de votre patrimoine, soit environ 687 500 euros, à monsieur Henri Saïm, tout en conservant l'usufruit viager. C'est exact. Elle a continué, expliquant chaque clause, chaque conséquence. Henri écoutait, les yeux écarquillés. Quand elle a fini, elle a poussé les documents vers moi. Des questions ? Aucune. J'ai pris le stylo qu'elle me tendait. Un mont blanc, noir et lourd. J'ai signé. François Achard. Mon écriture était ferme, sans tremblement. Henri a signé à son tour, maladroitement, comme quelqu'un qui n'avait jamais signé de document important. Camille a apposé son sceau. Le bruit du tampon sur le papier a résonné dans le silence du bureau. Ce petit son métallique venait de changer le cours de plusieurs vies. « C'est fait », a-t-elle dit. « L'acte sera enregistré au service de la publicité foncière dans les 48 heures. Monsieur Seim, félicitations. Vous êtes désormais propriétaire, en nue propriété, de la moitié du patrimoine de monsieur Achard. » Henri a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé les documents comme s'ils allaient lui sauter au visage. Merci, je ne sais pas quoi dire. « Dis merci à toi-même, » ai-je répondu. C'est ton geste qui a tout déclenché. En sortant de l'étude, j'ai respiré l'air de Lyon. Il y avait quelque chose de libérateur dans ce que je venais de faire. Florian voulait mon patrimoine, il en aurait exactement la moitié, le strict minimum que la loi lui accordait, pas 1 euro de plus. Le lendemain, j'avais un autre rendez-vous. Cette fois, rue de la République, dans le cabinet de maître Alain Servant. Alain avait été mon collègue pendant 20 ans avant que je ne prenne ma retraite. Avocat spécialisé en droit civil, réputé pour sa rigueur et son intransigeance. François. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme. J'ai appris pour ton fils. Quelle histoire. Quelle histoire en effet. Je me suis assis. C'est justement pour ça que je viens te voir. Je viens de faire une donation-partage chez Camille Faure. Ah, sage décision. Mais je sais que Florian ne va pas accepter ça sans se battre. Il va essayer de contester, de trouver des failles. Alain s'est adossé à son fauteuil, les doigts joints sous le menton.
et tu veux que je te défende contre ces attaques potentielles. Exactement. François. Il a souri légèrement. Tu as fait une donation partage en respectant la réserve héréditaire. À moins que tu n'aies été sous influence ou incapable mentalement, ce que personne ne pourra prouver. Ton fils n'a aucun recours légal. Je sais, mais je veux être sûr. Je veux que chaque I soit pointé, chaque T barré. Considère que c'est fait et... Il a marqué une pause. Si ton fils vient me voir pour me demander de le représenter, dis-lui que tu as un conflit d'intérêts, ce qui sera vrai. Nous avons ri, un rire sans joie, mais un rire quand même. Les jours suivants se sont écoulés dans une étrange normalité. Je m'occupais de mon jardin, je jouais au bridge avec Henri, je buvais mon Côte-du-Rhône, comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose s'était passé, et Florian allait bientôt le découvrir. Le 8 juillet, un mercredi matin, j'ai reçu le coup de fil. Camille. François, l'acte est enregistré, officiellement, et... Un silence. Ton fils vient d'en être informé, par huissier. Mon cœur s'est accéléré. Comment? Lettre recommandée avec accusé de réception. C'est la procédure standard pour ce genre d'acte. Il devait être informé. Bien. François, il va probablement t'appeler ou venir te voir. Prépare-toi. J'ai raccroché. Puis j'ai versé un verre de vin, me suis installé dans mon fauteuil et j'ai attendu. L'appel est arrivé 20 minutes plus tard. Florian. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé. Encore. 10 fois en 1 heure. Puis, il s'est présenté à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre avant d'ouvrir. Il était seul, pas de Sophie. Son visage était défait, les yeux rouges, les joues creuses. Il avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. J'ai ouvert la porte. Papa. Sa voix s'est brisée. Papa, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Les documents, la donation, tu ne peux pas faire ça. Je me suis écarté, le laissant entrer. Pas par bonté, par curiosité. Je voulais voir sa réaction, la savourer. Nous sommes entrés dans mon bureau. Je me suis assis derrière mon bureau, position de pouvoir, et je lui ai indiqué le fauteuil face à moi, comme un client, comme un adversaire. Il s'est affalé dans le fauteuil, tenant les documents de l'huissier d'une main tremblante. Papa, la maison, l'argent. Tu as tout donné à... Il a consulté les papiers. Henri Saïm, ton voisin. La moitié, la quotité disponible. Mais c'est ma maison de famille. J'ai siroté mon vin lentement. Ta maison? Vraiment? Tu voulais la cambrioler. Maintenant, tu auras ta réserve héréditaire. 50% de ce qui restera après ma mort. Comme le prévoit la loi. Pas 1 euro de plus. Son visage est passé du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. On aurait dit un poisson hors de l'eau. J'ai dû me retenir de sourire. L'usufruit, Florian a fini par articuler, sa voix montant dans les aigus. Tu as gardé l'usufruit à vie, ça veut dire que je vis ici jusqu'à ma mort. Oui, que j'utilise l'argent comme bon me semble, que je profite de ma collection de vins. Tout ça. J'ai pris une gorgée, savourant le Côte-du-Rhône autant que son expression d'horreur croissante. Henri n'obtient la pleine propriété qu'après mon décès. Et toi? Eh bien, tu attends aussi. Peut-être 20 ans, peut-être 30. Mais je ne pourrai rien vendre. La maison, je ne peux pas. Non, tu ne peux pas, parce que tu n'es propriétaire que de la moitié. L'autre moitié appartient à Henri. Et pour vendre un bien indivis en France, il faut l'accord des 2 parties. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Je doute qu'Henri accepte. C'est un homme fidèle, tu vois. Un homme qui respecte ses engagements. Florian s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. C'est de la manipulation, de l'abus. De l'abus? J'ai ri, un rire froid. Abus de quoi exactement? De mes droits légaux? Tu n'es pas dans ton état normal. Sa voix se brisait. Depuis le cambriolage, tu es perturbé. Tu ne penses pas clairement. Ah, voilà, la carte de l'incapacité mentale, classique. J'ai signé l'acte le 30 juin, 3 jours après le cambriolage que tu as orchestré. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau, sorti un document. Ceci est un certificat médical daté du 29 juin. Mon médecin, le docteur Bertrand, tu le connais, 40 ans qu'il me suit, atteste de ma pleine capacité mentale.
Absence totale de troubles cognitifs. Jugement parfaitement clair. Le visage de Florian s'est décomposé. Tu as pensé à tout. À tout. J'ai rangé le certificat. Quand on planifie quelque chose d'important, Florian, on anticipe les contre-attaques. Tu aurais dû le savoir. Tu es mon fils, après tout. Il est resté debout, les mains tremblantes, regardant autour de lui comme un animal pris au piège. Papa, s'il te plaît, on peut discuter. Rationnellement. Rationnellement, j'ai posé mon verre. Très bien, parlons rationnellement. Tu as organisé le cambriolage de ma maison. Tu m'as trompé, manipulé, trahi, et maintenant tu voudrais quoi? Que je te récompense? C'était une erreur, une énorme erreur. J'étais désespéré. Les dettes. Sophie qui? Les dettes que tu as créées en pariant dans les bars PMU. Sophie que tu as choisie malgré mes réserves. Tes erreurs, Florian. Tes choix. Je suis ton fils, et en tant que tel, tu auras exactement ce que la loi te garantit. La réserve héréditaire. 50%. Mais seulement après ma mort. Et je compte bien vivre encore très très longtemps. Il s'est effondré dans le fauteuil, le visage dans les mains. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait pleurer. Mais quand il a relevé la tête, ses yeux n'exprimaient plus la tristesse. Quelque chose de plus dur, de plus calculateur. On verra ce qu'un avocat en dira. Ah, j'ai souri. L'étape suivante, oui, consulte un avocat. Je te le recommande même. Maître Alain Servant est excellent, mais il a un conflit d'intérêts. Il me représente déjà. Peut-être Maître Rousseau? Il a bonne réputation en droit des successions. Florian m'a fixé. Tu veux que je conteste? Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas. Mais oui, essaye. Dépense de l'argent que tu n'as pas en honoraire d'avocat. Apprends, par l'expérience et l'échec, ce que signifie se battre contre quelqu'un qui connaît la loi. Il s'est levé, chancelant légèrement. Tu vas le regretter? Non, Florian, c'est toi qui regrettes déjà, et ce n'est que le début. Il est parti sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crisser sur les pavés de Croix-Rousse. J'ai terminé mon verre de vin. Puis, j'en ai versé un autre. Les 2 semaines suivantes ont été calmes, trop calmes. Je savais que Florian n'abandonnerait pas. C'était sa nature. Quand il voulait quelque chose, il devenait obsédé, obstiné, dangereux dans son désespoir. Le 24 juillet, j'ai reçu l'assignation. Maître Rousseau, comme je l'avais prédit. Un document de 15 pages contestant la donation-partage sur plusieurs motifs, vice du consentement, abus de faiblesse, captation d'héritage, insanité d'esprit temporaire due au traumatisme du cambriolage. J'ai lu le tout, assis dans mon jardin, un café à la main. C'était bien écrit, argumenté, presque convaincant, presque. J'ai appelé Maître Servant. Alain, j'ai reçu l'assignation. Oui, j'en ai une copie. Rousseau m'a contacté. Il joue son rôle, mais il sait que c'est perdu d'avance. Qu'est-ce qu'il fait alors? Son travail. Un avocat doit défendre son client, même quand la cause est désespérée. Mais entre nous, il m'a confié que ton fils refuse d'entendre raison. Combien de temps avant l'audience? 3 mois minimum. Septembre, probablement. En attendant, prépare-toi. Ils vont tenter des manœuvres. Alain avait raison. Les manœuvres ont commencé 2 jours plus tard. D'abord, Sophie. Elle s'est présentée chez moi un matin, maquillage parfait, sourire contrit. « François, on peut parler? Sans Florian ?» J'ai failli refermer la porte, mais la curiosité l'a emporté. Entre, nous nous sommes assis dans le salon. Elle a joué avec ses mains, nerveuse ou feignant de l'être. « François, je voulais m'excuser. Pour tout, le cambriolage. Je n'étais pas d'accord. Florian m'a mise devant le fait accompli. Mensonge. Le capitaine Mercier m'avait dit qu'elle était au courant de tout. Vraiment? Oui. Et maintenant, avec cette histoire de donation, elle a pris une grande inspiration. Florian est devenu fou. Il parle de se venger, de détruire ta réputation, de... J'ai peur pour lui, pour nous. Qu'attends-tu de moi, Sophie? Annule la donation, s'il te plaît, ou au moins, donne-lui plus que la moitié. Il est ton fils unique. C'est juste, normal. Normal? Ce mot, dans sa bouche, sonnait comme une insulte. « Sophie, j'ai dit calmement, tu as épousé mon fils pour son nom.
pour les connexions que tu pensais qu'il apporterait, pour la maison que tu croyais hériter. Mais Florian n'est qu'un agent immobilier médiocre avec des dettes de jeu. Et cette maison, elle ne sera jamais à toi. Son masque est tombé, le sourire contrit s'est transformé en grimace de rage. Tu es un vieux con rancunier, voilà ce que tu es. Peut-être, mais je suis un vieux con rancunier avec un excellent notaire et un patrimoine protégé. Elle est partie en trombe. J'ai souri. Chaque attaque révélait leur désespoir croissant. Puis est venu le coup suivant, une lettre anonyme envoyée à Henri. Je l'ai su parce qu'Henri est venu me voir, la lettre à la main, l'air troublé. « François, tu dois voir ça. » La lettre était tapée à l'ordinateur, sans signature. Elle accusait Henri de manipuler un vieil homme vulnérable, de profiter de sa faiblesse, de s'enrichir aux dépens de la famille légitime. Elle menaçait de porter plainte pour abus de faiblesse. « C'est Florian », ai-je dit simplement. « François », Henri tremblait légèrement. « Je ne veux pas de problème. Si cette donation te cause tant d'ennuis, je peux y renoncer. » Non. J'ai posé une main sur son épaule. C'est exactement ce qu'ils veulent, te faire peur, te pousser à abandonner. Mais cette lettre ne vaut rien légalement. C'est du harcèlement, rien de plus. Tu es sûr ? Absolument. Et Henri, garde cette lettre. Elle pourrait nous être utile. Les attaques se sont multipliées. Des rumeurs dans le quartier. Monsieur Achard devient sénile, son voisin profite de lui. Des coups de fil anonymes chez mon médecin demandant si j'avais des troubles cognitifs, une tentative de bloquer mon compte bancaire pour protection de personnes vulnérables. Chaque coup était paré, chaque attaque documentée, chaque menace ajoutait une pièce à mon dossier. Et le 15 septembre, nous étions au tribunal. La salle d'audience du tribunal judiciaire de Lyon sentait l'encaustique et le vieux bois. Je me suis assis à côté de Maître Servant, calme, les mains jointes. En face, Florian et Maître Rousseau. Sophie n'était pas là, ils s'étaient séparés la semaine précédente. Apparemment, un mari sans héritage ne l'intéressait plus. Le juge Mercadier était une femme d'une 60aine d'années, regard perçant derrière des lunettes demi-lune. Elle avait la réputation d'être stricte, mais juste. Maître Rousseau s'est levé pour sa plaidoirie. Costume impeccable, montre Rolex, l'assurance d'un homme habitué à gagner. Madame la juge, mon client, Florian Achard, conteste la donation-partage réalisée par son père le 30 juin dernier pour plusieurs motifs graves. Il a déroulé ses arguments. Le traumatisme du cambriolage. Le délai trop court entre l'événement et la signature. L'influence potentielle du voisin. L'absence de conseil familial. La disproportion manifeste, donner la moitié de son patrimoine à un voisin plutôt qu'à son fils unique. C'était bien argumenté, presque convaincant. J'ai regardé Florian. Il fixait le juge avec une intensité désespérée, comme si la force de son regard pouvait infléchir la décision. Maître Servant s'est levé à son tour, pas de Rolex, juste une montre simple, pas de costume tape à l'œil, juste une robe d'avocat classique. Mais son autorité emplissait la salle. Madame la juge, mon client, François Achard, est un avocat à la retraite avec 40 ans d'expérience en droit de la famille. Il connaît parfaitement la loi. Il a agi en pleine connaissance de cause. Il a sorti les documents, le certificat médical, les témoignages de 3 confrères attestant de ma lucidité parfaite, l'historique complet de mes relations avec Florian, les demandes d'argent répétées, les dettes de jeu et surtout le cambriolage orchestré. Le fils ne conteste pas la donation parce qu'elle serait illégale, a continué Alain. Il la conteste parce qu'elle ne lui plaît pas. Mais en France, Madame la juge, un père a le droit de disposer librement de sa quotité disponible. La réserve héréditaire de Florian Achard est intégralement respectée. Le juge a pris les documents, les a étudiés en silence. 3 minutes, 5, 10. Le silence était assourdissant. Puis elle a relevé la tête. « Maître Rousseau, j'ai étudié votre requête avec attention. » Sa voix était ferme, sans appel. « Les éléments que vous invoquez, traumatisme, délai court, influence, ne suffisent pas à établir un vice du consentement. Le certificat médical est formel.
Monsieur Achard était en pleine possession de ses facultés mentales. J'ai vu Florian se raidir. Par ailleurs, a continué le juge, je note que votre client a lui-même orchestré le cambriolage qui est censé avoir traumatisé son père. Invoquer ce traumatisme comme motif d'annulation relève d'un certain... Elle a cherché le mot. Culot. Maître Rousseau a pâli. La donation-partage respecte scrupuleusement la réserve héréditaire. Monsieur Achard senior a exercé son droit légitime de disposer de sa quotité disponible. Elle a refermé le dossier. Demande rejetée. Les frais de justice seront à la charge du demandeur. Le coup de marteau a résonné. J'ai regardé Florian. Son visage était gris, les mâchoires serrées. Ses mains tremblaient sur la table. Dehors, sur les marches du palais de justice, Maître Servan m'a serré la main. Victoire totale, François. Merci, Alain. Mais, il a hésité. Prépare-toi, ton fils va probablement faire appel. Qu'il le fasse, j'ai le temps, et les moyens. L'appel est arrivé 3 semaines plus tard, comme prévu. Cette fois, Florian avait changé d'avocat. Maître Rousseau avait refusé de poursuivre un cas qu'il jugeait perdu. Le nouvel avocat était jeune, inexpérimenté, probablement moins cher. Ses arguments étaient les mêmes, juste reformulés. L'audience d'appel, en novembre, s'est terminée exactement comme la première. Rejet. Frais à la charge de Florian. Mais ce n'était pas fini. Un mardi matin de fin septembre, Henri est venu me voir, visiblement secoué. « François, il y a quelqu'un qui pose des questions sur toi dans le quartier. Sur nous. » « Qui ? » ?»« Je ne sais pas. Un homme. Il demande aux commerçants depuis combien de temps on se connaît, si on passe beaucoup de temps ensemble, si... » Il a baissé les yeux. « Si notre relation est normale. » J'ai compris immédiatement. Florian essayait de construire un nouveau narratif. François et Henri, une relation suspecte. Henri qui manipule un vieil homme solitaire. « C'est bas, » ai-je murmuré. « François, peut-être qu'on devrait... » « Non. » J'ai secoué la tête. « On ne change rien. Ils cherchent à nous intimider, à nous séparer. C'est exactement pour ça qu'on ne cède pas. » Mais cette attaque m'a touché plus que les autres. Pas parce qu'elle me visait, parce qu'elle visait Henri. Un homme bon, discret, qui n'avait rien demandé. Le lendemain, j'ai reçu un appel. Un numéro inconnu. « Monsieur Achard ?» Une voix féminine, professionnelle. « Je suis Stéphanie Durand, journaliste à Lyon Capitale. J'aimerais vous interviewer sur les tensions familiales autour d'héritage. J'ai entendu parler de votre situation. » J'ai raccroché. Florian avait contacté la presse. Il voulait me salir publiquement. Maître Servan était furieux quand je lui ai raconté. « C'est du harcèlement, on peut porter plainte. »« Non, » ai-je dit calmement. « Laissons-les s'enfoncer. Chaque action désespérée les affaiblit. Chaque attaque prouve que j'avais raison de me protéger. » Et puis, mi-octobre, le coup que je n'avais pas anticipé. Florian a tenté de me faire interner. Une requête auprès du juge des tutelles, demandant une mesure de protection pour personnes vulnérables. Il affirmait que je présentais des signes de démence, que je dilapidais mon patrimoine, que j'étais manipulé par mon entourage. Cette fois, j'ai eu peur. Pas pour moi, pour la procédure. Même une expertise psychiatrique ordonnée par un juge pouvait prendre des mois, geler mes comptes, limiter mes libertés. Mais Maître Servan était déjà sur le coup. J'ai contacté le docteur Bertrand. Il va écrire un rapport détaillé. Et j'ai trouvé 3 autres médecins, neurologues, psychiatres, gériatres, qui acceptent de te voir en urgence pour des examens complets. En 1 semaine, j'avais 4 certificats médicaux, tous unanimes, capacité mentale parfaite, aucun signe de trouble cognitif. Jugement clair. Autonomie totale. Le juge des tutelles a rejeté la requête sans même me convoquer. Demande manifestement abusive, selon ses termes. J'ai regardé le courrier de rejet, assis dans mon bureau. Mes mains tremblaient légèrement, pas de peur, de rage contenue. Mon fils, mon propre fils, avait essayé de me faire passer pour fou, de me priver de ma liberté, de me détruire. J'ai versé un Côtes-du-Rhône, puis un autre. Henri est venu me retrouver, inquiet. « François, tu as l'air... » « Fatigué. Je suis fatigué, Henri. »
Il s'est assis en face de moi. Tu veux arrêter? Lui donner ce qu'il veut? Non, j'ai bu une longue gorgée. Je veux qu'il comprenne. Définitivement. Comment? J'ai regardé par la fenêtre. Lyon s'étendait sous le soleil d'automne. Belle, paisible, indifférente à nos petites guerres. En terminant ce que j'ai commencé. Octobre 2025. Le mois où j'ai décidé de porter le coup final. Florian avait perdu toutes ses batailles juridiques, mais il avait encore quelque chose, son travail, son statut d'agent immobilier, sa place dans le monde professionnel lyonnais. Lyon n'est pas Paris. Ici, les réseaux comptent, les connexions, la réputation, et j'en avais 40 ans à ma disposition. Un jeudi matin, j'ai appelé Maître Philippe Arnaud, notaire que je connaissais depuis 35 ans. Nous avions travaillé ensemble sur des dizaines de dossiers complexes. Philippe, François, j'aimerais déjeuner avec toi. Cela fait trop longtemps. Nous nous sommes retrouvés au restaurant Paul Bocuse sur les quais de Saône. Un déjeuner d'affaires classique, entrée, plat, fromage, café. Nous avons parlé de tout et de rien, du marché immobilier, des nouvelles réglementations, de nos retraites respectives. Puis, vers le café, j'ai dit presque négligemment « Au fait, tu as peut-être entendu parler de mes difficultés familiales ?» Philippe a hoché la tête. « Oui, les bruits courent, je suis désolé, François. Mon fils a organisé un cambriolage chez moi. » Les mots sont sortis calmement, factuellement. La police a les preuves. Enregistrements audio, messages textes. Il a été arrêté, garde à vue. Il s'en est sorti avec du sursis, mais... J'ai laissé la phrase en suspens. Je suis déçu. Philippe m'a regardé longuement. Je comprends. Nous avons terminé notre café, serré la main. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai déjeuné avec maître Sylvie Blanchard, avocate spécialisée en droit immobilier. Même conversation, même ton neutre, même déception exprimée. Le surlendemain, café avec Jean-Marc Fournier, qui dirigeait l'une des plus grandes agences immobilières de Lyon. Mon fils, un soupir. La police a tout documenté. J'espérais qu'il changerait. Mais après la tentative de me faire interner, nouveau soupir. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais suggéré d'action. J'ai juste partagé mon histoire, avec tristesse, avec résignation apparente. Lyon est une petite ville pour ceux qui comptent. Le monde juridique et immobilier encore plus petit. Les informations circulent, les déjeuners engendrent d'autres déjeuners, les conversations se multiplient. Tu savais que le fils d'Achard, François, tu te souviens, son fils a essayé de le cambrioler. Apparemment, il y a eu tentative d'internement abusif. Quelle histoire. Une semaine après mon dernier déjeuner, Henri m'a rapporté une conversation qu'il avait surprise au marché. Une femme parlait de Florian. Elle disait qu'elle avait entendu dire qu'il avait trahi son propre père pour de l'argent. François, qu'est-ce que tu as fait? Rien d'illégal. J'ai souri. J'ai juste dit la vérité à quelques personnes. Le reste, Lyon s'en est chargé. Le 15 octobre, Florian a été convoqué par son directeur d'agence. Je l'ai su parce qu'il m'a appelé, hystérique. Papa, ils veulent me virer. Ils disent que ma situation personnelle nuit à l'image de l'agence. Tu leur as parlé? C'est toi? Je n'ai parlé à personne de ton agence, Florian. Menteur! Il criait maintenant. Tu as détruit ma réputation, tu as raconté des histoires. Des histoires? Ma voix était glaciale. Tu as organisé un cambriolage. Ce sont des faits, établis par la police, confirmés par le tribunal. Si ta réputation est détruite, c'est par tes propres actions. Je vais tout perdre? Oui, simple, définitif. Tu vas tout perdre, comme tu voulais que je perde tout. Il a raccroché. Ou peut-être que j'ai raccroché. Je ne m'en souviens plus. Le 22 octobre, Florian a été invité à démissionner. L'alternative était un licenciement pour faute, moins avantageux. Il a signé sa démission le jour même, sans emploi, sans femme. Sophie était partie 2 semaines plus tôt, emportant ce qui avait de la valeur dans leur appartement. Sans perspective, les autres agences de Lyon, elles avaient toutes entendu parler de lui. Le 25 octobre, j'ai reçu un message. De Florian. Pas un appel, un simple SMS. Je dois quitter Lyon. Plus personne ne veut travailler avec moi.
Tu as gagné. Content? J'ai regardé ce message longtemps. Content? Non. Satisfait? Oui. La différence est subtile mais importante. J'ai répondu, tu as fait tes choix. Tu vis avec les conséquences. 3 points de suspension sont apparus. Puis ont disparu. Puis sont réapparus. Finalement, rien. Pas de réponse. Le lendemain soir, Henri et moi étions dans mon jardin, profitant des derniers rayons de soleil d'octobre. Les feuilles des arbres viraient au rouge et or. L'air sentait l'automne, cette odeur de terre humide et de changement. « Il part !» ai-je dit à Henri. « Florian, il quitte Lyon. » Henri a hoché la tête lentement. « Comment tu te sens ?»« Je ne sais pas. » C'était honnête. Soulagé, je crois, et triste, mais pas pour lui, pour l'idée de ce qu'il aurait pu être. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, j'ai bu une gorgée de mon Côte-du-Rhône. Mais ça n'efface pas qu'il était mon fils. Il est toujours ton fils, techniquement. Techniquement. J'ai souri amèrement. Comme il aura techniquement droit à sa réserve héréditaire. Dans 20 ans, 30 peut-être, si je vis aussi longtemps que mon père. Nous avons ri, un rire sans joie mais libérateur. Le 28 octobre au matin, j'ai reçu un dernier appel. Pas de Florian. De Caro Dubois, le cambrioleur. De la prison. Monsieur Achard? La voix était tendue. Je voulais vous dire. Florian m'a contacté, il m'a demandé de... Un silence. De mentir au procès. De dire que vous m'aviez engagé. Pour vous faire passer pour la victime alors que c'était votre plan. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'avais déjà assez de problèmes sans ajouter le parjure. Et que franchement, vous ne méritez pas ça. Henri Seim m'a sauvé ce soir-là. Si j'avais réussi à voler vos affaires, ma peine aurait été bien plus lourde. Alors, merci et désolé. Il a raccroché. J'ai fermé les yeux. Même maintenant. Même après tout. Florian essayait encore. C'est fini, ai-je murmuré dans le silence de mon bureau. Vraiment fini. Et quelque chose en moi, quelque chose de tendu, de noué depuis des mois, s'est relâché. 28 octobre 2025. Un mardi. Le ciel, au-dessus de Lyon, était d'un bleu parfait, ce bleu d'automne qui rend la ville encore plus belle. J'étais assis dans mon bureau à Croix-Rousse, fenêtre ouverte sur le jardin. Sur mon bureau, un verre de Châteauneuf-du-Pape 2015, de ma collection. À côté de moi, Henri, installé dans le fauteuil où Florian s'était effondré des mois plus tôt. Nous jouions au bridge. Pas de compétition, juste pour le plaisir. Les cartes claquaient doucement sur la table. « Tu as vu les nouvelles ?» Henri a posé une carte. « Le procès de Caro Dubois est terminé. » Oui, 18 mois ferme pour vol avec effraction. J'ai suivi sa carte. Florian, sursis, obligation de rembourser les frais de justice, 3 200 €. Il va payer? Probablement pas. J'ai siroté mon vin. Ce n'est plus mon problème. Henri a marqué une pause dans le jeu. Et Sophie? Partie, installée à Marseille avec un nouveau petit ami. J'ai souri légèrement. Un promoteur immobilier, apparemment, elle a du flair pour repérer les opportunités. Et Florian? J'ai posé mes cartes. Il a quitté Lyon il y a 3 jours. Un studio à Vénissieux, pas cher, pas prestigieux. Il cherche du travail, mais à Lyon? J'ai laissé la phrase en suspens. Disons que les portes se sont fermées. Nous avons continué à jouer en silence. Dehors, les feuilles tombaient doucement des arbres, le jardin que j'avais planté, la maison que j'avais construite, le patrimoine que j'avais protégé. Mon téléphone a vibré. Un message. De Florian. J'ai hésité puis j'ai ouvert. « Papa, je sais que tu ne veux plus me parler, je comprends. Je voulais juste dire, j'ai été stupide, cupide, égoïste. Tu avais raison sur tout. Sophie, les paris, tout. Je ne te demande pas de me pardonner. Juste, sache que je regrette. » J'ai regardé ce message longtemps. Henri a remarqué mon expression. « Florian? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? » Qu'il regrette. Henri a attendu. « Et toi? » J'ai réfléchi, longuement, puis j'ai posé mon téléphone sans répondre. Tu sais, Henri, le droit français protège les enfants avec la réserve héréditaire. C'est une belle idée. Mais il protège aussi les pères qui savent l'utiliser. J'ai levé mon verre. Mon fils voulait me voler. Maintenant,
Il comprend ce que coûte la trahison, légalement. Henri a souri, soulevant son propre verre. À la justice, François. Non, j'ai secoué la tête. À l'amitié, la vraie, celle qui se prouve dans les actes, pas dans les mots. Nos verres ont teinté. Nous avons terminé la partie. Henri a gagné. Je m'en fichais. Le vrai jeu, celui qui comptait vraiment, je l'avais déjà gagné. En fin d'après-midi, alors qu'Henri rentrait chez lui, je suis resté dans mon bureau. Le soleil descendait, projetant des ombres longues sur les pavés de Croix-Rousse. Et puis je l'ai vu, Florian, debout de l'autre côté du portail, ne sonnant pas, ne frappant pas, juste regardant la maison, le jardin, cette vie qu'il avait voulu voler et qui maintenant ne serait jamais la sienne. Nos regards se sont croisés. Pendant un long moment, nous nous sommes fixés à travers la distance et le fer forgé du portail, père et fils, séparés par bien plus qu'un simple mur. J'ai vu son visage, plus mince, plus creusé, vieilli, les yeux rouges, les épaules affaissées, l'image même de la défaite. Une partie de moi, cette partie qui se souvient de lui enfant, riant dans ce jardin, courant sur ses pavés, a voulu aller ouvrir, lui parler, peut-être même lui pardonner. Mais j'ai pensé au cambriolage, au mensonge, à la tentative de me faire interner, aux attaques contre Henri, à tout. Je me suis levé, lentement. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai fermé les rideaux. Quand je les ai rouverts, 5 minutes plus tard, il était parti. J'ai versé un autre verre de Châteauneuf-du-Pape. Me suis rassis à mon bureau. J'ai ouvert le dossier que Camille Faure m'avait envoyé la semaine dernière. Donation-partage définitive, enregistrée, opposable au tiers, irrévocable. Les mots avaient une beauté clinique, une perfection juridique. Florian hériterait de sa réserve héréditaire. 50% de ce qui resterait après ma mort, dans 20 ans, 30 peut-être, si la vie me prêtait aussi longtemps que je l'espérais. L'autre moitié, la maison, les économies, la collection de vin, tout, appartiendrait à Henri. Un homme qui m'avait sauvé sans rien attendre en retour. C'était juste, c'était légal, c'était définitif. Le lendemain matin, j'ai pris mon café dans le jardin. Les oiseaux chantaient, le soleil d'automne était doux sur ma peau. Henri est venu me rejoindre, apportant des croissants du boulanger. « Belle journée », a-t-il dit. Oui, j'ai mordu dans un croissant. Belle journée. Nous avons mangé en silence, un silence confortable, complice. « François ?» Henri a fini par dire. « Tu ne regrettes rien ?» J'ai réfléchi, honnêtement. « Non, j'ai protégé ce que j'ai construit, j'ai utilisé la loi. Pas la violence, pas l'illégalité, juste la justice. » J'ai bu une gorgée de café. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais été trahis par leur propre sang. Henri a hoché la tête. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. « Maintenant ?» J'ai regardé le jardin, la maison, le ciel bleu. Maintenant je vis, tranquillement, sans regarder par-dessus mon épaule, sans me demander qui veut me prendre quoi. J'ai souri. C'est un luxe, tu sais, la tranquillité d'esprit. Nous sommes restés là, dans le jardin de Croix-Rousse, 2 vieux hommes profitant du soleil, l'un qui avait tout donné, l'autre qui avait tout sauvé. Quelque part à Vénissieux, dans un studio trop petit et trop triste, Florian apprenait ce que signifiait vraiment perdre. Pas l'argent, pas la maison, mais le respect, la confiance, l'amour d'un père. Quelque part à Marseille, Sophie cherchait déjà sa prochaine opportunité, sa prochaine victime. Mais ici, à Croix-Rousse, dans mon jardin, entouré de mes rosiers et de mes souvenirs, accompagné d'un véritable ami, je savais une chose avec certitude. J'avais gagné. Pas parce que j'avais détruit mon fils, mais parce que j'avais refusé d'être détruit par lui. En France, on dit « Qui sème le vent récolte la tempête ». Florian avait semé. J'avais été la tempête. Maintenant, c'était le calme. Et le calme était exactement ce que je voulais. Justice était rendue. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.